Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cet entretien du jour qui reçoit pour vous aujourd'hui Cédric Leboussy, directeur de publication du magazine Vue d'ailleurs. Avec lui, nous allons parler de l'élection présidentielle française dont le premier tour se déroule le 10 avril prochain. Quels sont les enjeux de cette élection avec la crise russo-ukrainienne, la perte de l'influence française constatée dans plusieurs pays d'Afrique ou encore la gestion de la crise sanitaire du Covid-19? Cédric Leboussy, bonjour. Bonjour Émeric. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir. 12 candidats sont annoncés. Le Conseil constitutionnel a validé leur candidature le 7 mars dernier. Le président sortant Emmanuel Macron a attendu les derniers moments pour annoncer sa candidature. Timing stratégique selon vous? Non, ce n'est pas un timing stratégique, Émeric, je vous le dis. C'est le calendrier des affaires, c'est la situation mondiale qui a fait en sorte que le président, il me semble, annonce sa candidature à la dernière minute. Si vous avez suivi un peu l'actualité lors de sa dernière interview qu'il avait donnée sur France 2, si ma mémoire est bonne, il disait bien qu'il annoncerait sa candidature, serait président jusqu'à la dernière minute et pour le moment, il ne pouvait pas dire. Donc, il attendait, il annoncerait sa candidature au moment voulu par rapport aux événements et les choses ont fait qu'il annonce sa candidature maintenant. Peut-être il a attendu que sa cote monte un tout petit peu pour pouvoir surfer sur cela. Non, Émeric, je ne pense pas. Je pense pas. Il est président en plein temps. Maintenant, il est candidat et président en même temps. Non, il ne me semble pas. Non, il ne faut pas qu'on rentre dans... Je pense que... Après, c'est la loi qui est faite ainsi. Mais quand on est président et on se prépare à la fin de son dernier mandat, il faut bien que quelqu'un assume la fonction de président. Les affaires continuent à tourner, le monde continue à vivre, donc il n'y a pas d'arrêt. L'actualité est là. On le voit bien avec la situation géopolitique actuelle du monde. Donc il est président jusqu'au bout, il est candidat aussi jusqu'au bout en fait. L'actualité est riche ces derniers jours. On a la crise ukrainienne, on a d'autres crises, par exemple la crise avec le Mali, mais le président refuse de débattre avec ses autres concurrents dans des face-à-face avant le débat du second tour. Qu'est-ce qui explique ce choix de Emmanuel Macron? Émeric, il y a 15 jours, il refusait de débattre, il ne refusait pas. La presse nous annonçait qu'il se pourrait, notamment le porte-parole du gouvernement Attal, il a annoncé qu'il se pourrait que le président ne participerait pas au premier débat. Et pas plus tard que hier, lors d'un entretien, il a dit qu'il ferait le premier débat avec les autres candidats. Donc, je ne suis pas le porte-parole du président, je ne prends pas, mais j'ai tout simplement entre dire le temps des médias et l'actualité. Ça passe vite, tellement vite que des fois, une chose qui se dit aujourd'hui, demain, elle change entre-temps. Donc, il va participer au premier débat avec les autres candidats. Donc, le principe est acquis. Le principe est acquis. Je pense que c'est bien pour la démocratie et puis aussi pour l'agora, c'est-à-dire la confrontation des idées et des programmes. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on a l'actualité de la crise russo-ukrainienne qui attire tout le monde, qui mobilise toutes les attentions. Est-ce que vous pensez que dans ce débat, dans ces campagnes, le point de vue et la position des différents candidats pourraient influencer sur le choix des électeurs français? Oui, Émeric. Le point de vue des candidats, la situation, le conflit russo-ukrainien va influencer sur le vote des électeurs. Pourquoi? Parce qu'avant la guerre en Ukraine, il y avait des candidats, je ne veux pas citer leur nom pour ne pas faire de la pub, qui étaient pro-russes. Et là, on est dans une situation qui est regrettable. D'abord, avant même de continuer, merci déjà d'aborder ce sujet-là. Il faut rappeler à tous ceux qui nous regardent que la guerre se passe à 2000 km de nous, de Paris. On est à Paris en ce moment et c'est dangereux. Et la guerre, elle est là. Tous les jours, il y a des gens qui reçoivent des bombes. Des bombes tombent sur Kiev. Donc, ce n'est pas un jeu vidéo, c'est une réalité. Cette situation fait que aujourd'hui, la préoccupation des Français, c'est vrai, c'est le pouvoir d'achat. On l'a vu comment ça a été abordé sur plusieurs médias et notamment les candidats dans leur programme. Mais deuxième chose, c'est la sécurité. Quel est l'enjeu de la France demain? Quel est l'avenir de la France? Comment la France se défend? Donc ça change tout. Ça change complètement tout. Et on le voit, ça se reflète dans les sondages.
Voilà, ça se reflète dans les sondages comme vous le dites. Mais Emmanuel Macron est au front. Emmanuel Macron s'est engagé pour négocier, ou pour négocier non seulement avec le président russe, oui, mais de la même manière, il garde contact avec le président Zelensky. Oui. Cet agenda ou cette crise pourrait-il empêcher, ou pourrait-elle empêcher plutôt Emmanuel Macron de mener à bien sa campagne? Non. Difficile comme question. C'est difficile, mais le candidat était déjà préparé. Il a dit, Emmanuel Macron, il a dit, j'irai jusqu'au bout, je serai président et candidat en même temps par rapport à la situation. Je vous le disais tantôt, si demain, il y a un tremblement de terre, qu'est-ce qui se passe? Tout change. On ne parlera plus de la guerre en Ukraine. On touche du bois qu'il n'y ait pas de tremblement de terre. Mais si demain, il y a un tremblement de terre, la vie ne va pas s'arrêter. Le président doit continuer à exercer. Donc oui, c'est très difficile. On l'a vu, Nicolas Sarkozy, en 2012, si ma mémoire est bonne, oui, 2012. Il y avait la crise financière, même si elle était déjà terminée, mais c'était difficile pour Nicolas Sarkozy. Il a mis beaucoup d'énergie dans la gestion de la crise financière. Et là, Emmanuel Macron, il n'a pas de bol, pas du tout. Il a géré que des crises durant tout son mandat. Les gilets jaunes, donc insurrection populaire par rapport à l'augmentation, les tarifs de carburant, le coût de la vie qui était très cher pour certaines catégories sociales. Donc les gilets jaunes, la grève sur les retraites, la réforme de retraite. Après, la crise sanitaire et là, la guerre en Ukraine. Pas de bol, ça arrive, oui, c'est comme ça. Il a choisi d'être président. Donc, je pense qu'il faudrait que l'on comprenne bien que ce n'est pas que ça va casser ou bien ça va... Non, c'est le président, donc il est président jusqu'au bout. Et il est en même temps candidat. Emmanuel Macron, finalement, un président qui n'a géré que des crises. Oui, ben c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis, c'est le calendrier qu'il a voulu. Donc, comme on dit, vous savez, les moments forts font toujours des hommes forts, en fait. Je pense que Emmanuel Macron d'il y a 5 ans n'est plus Emmanuel Macron de maintenant. Il a eu la crise sanitaire, il a eu la grève sur la réforme de retraite. Et là, maintenant, il a la guerre en Ukraine. C'est vrai, Émeric. Ça revoit un peu la campagne du candidat, c'est vrai. Il ne faut pas se voiler la face là-dessus, mais c'est en même temps. Il faut le faire. L'immigration a toujours été un point crucial des débats, des échanges pendant les précédentes campagnes présidentielles en France. Avec la guerre en Ukraine et le flux migratoire qu'elle génère, la position qui entre-temps semblait inamovible de certains candidats, on voit ces positions un tout petit peu changer depuis un certain temps. Qu'est-ce qu'il explique selon vous? Il explique comment on peut l'expliquer, c'est que l'immigration, là, cette fois-ci, elle ne vient pas de loin. Elle vient de l'Europe. Elle est là. J'ai entendu certains dire, oui, c'est parce qu'ils ont des yeux bleus, d'autres sont blancs, et puis les autres sont un peu sémites. Non, ce n'est pas la même chose. L'immigration, l'autre immigration, quand j'entends par l'autre immigration, quand je parle de l'autre immigration, je parle de celle qui vient d'Afrique, d'Afghanistan, que l'on a eu, les vagues de flux migratoires qu'on a vues là, il n'y a pas longtemps. Les gens ne s'attendaient pas à ça. Les gens ne s'attendaient pas. En Ukraine aussi, on ne s'y attendait pas vraiment. Si, en Ukraine, on s'attend, Émeric, puisqu'il y a la guerre. Avant que la guerre ne se déclenche, on ne s'y attendait pas. Oui, Émeric, parce que ça se passe en Europe, ça se passe chez nous. Donc, psychologiquement, on est préparé. Quand ça se passe ailleurs, on s'est dit, c'est loin. C'est loin, c'est pas chez nous. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand il y a eu la guerre, en Libye, souvenez-vous, quand les forces de l'OTAN ont bombardé la Libye, les citoyens européens ne s'attendaient pas de voir des millions de flux migratoires sur le continent européen. Ils ne s'attendaient pas à ça. C'est quand ils ont vu des millions de gens arriver qu'ils se sont dit « Mais comment c'est possible ?» Qu'on leur a expliqué, c'est les conséquences du bombardement, c'est l'une des conséquences du bombardement de la Libye. Donc, c'est complètement différent. Là, on a la guerre qui est en Europe, qui est en Ukraine. Les gens sont psychologiquement préparés. Ils savent que quand il y a une guerre, il y a des réfugiés. Et ces réfugiés-là, ils vont forcément aller dans les pays limitrophes. Donc, la Pologne, après ça va se détendre, ça va aller plus loin, l'Allemagne, la France, pourquoi même pas en Angleterre. Donc, ça, c'est un premier point. Deuxième point,
déjà dans notre campagne présidentielle, depuis le début de l'année, l'immigration, il y en a qui ont surfé sur l'immigration pour gagner des points. En disant, mais l'immigration était dangereuse, machin. Oui, peut-être qu'il y a une mauvaise gestion des flux migratoires. Ce n'est pas l'immigration en elle qui est dangereuse, c'est la gestion des flux migratoires qui est dangereuse. Oui, il y en a qui ont surfé sur la vague, comme on dit, pour avoir des points. Ceux-là, on voit bien qu'ils se soufflent dans les sondages maintenant. Non, disons les choses, ils se soufflent dans les sondages. Donc, il ne faut pas qu'on rentre dans la polémique en disant oui, mais c'est parce que d'autres, ils ont des yeux bleus, d'autres, ils sont musulmans. J'entends la musique de fond derrière. Non, pas du tout. Le débat n'est pas là, si je comprends très bien votre développement. Aujourd'hui, on a tellement de crises, crise russo-ukrainienne, relance de l'économie française, perte de terrain de la diplomatie française en Afrique. Quel est le profil, selon vous, du prochain président français qui pourra gérer toutes ces situations et pourra permettre peut-être à la France de sortir la tête de l'eau? La France, déjà, dans un premier temps, moi, je trouve, c'est mon point de vue, Émeric, la France n'a pas la tête dans l'eau. Elle se porte bien. La France se porte bien. Elle est confrontée, comme tous les pays du monde, au changement qui se passe, qui se déroule. On est dans un changement de paradigme qui impacte tous les pays. On l'a vu aussi avec la crise sanitaire. C'est-à-dire que quand on a vu la crise sanitaire arriver, tout le monde gueulait, mais le gouvernement gère mal, c'est pas normal. Mais quand vous allez en Belgique, c'était la même chose. Vous allez aux Pays-Bas, c'était la même chose. Vous allez en Afrique du Sud, c'était la même chose. Le profil du prochain président. J'arrive. Donc, il y a ce changement de paradigme qui fait qu'il y a une forme de mutation qui est en train de se passer dans le monde. Le langage parle, il n'est plus le même. On n'est plus dans un monde bipolaire, on est dans un monde multipolaire. C'est-à-dire qu'on a la Chine qui est là présente. On a la Russie qu'on est en train de parler depuis tout à l'heure, qui est présente aussi, et qui se trouve aujourd'hui sur le continent africain. Il faut dire les choses. La France n'est plus seule comme il y a 30 ans, 40 ans. Donc, elle est obligée de faire avec. Elle est obligée de prendre c'est pas en considération, mais elle est obligée de prendre en compte... De jouer avec tous ces éléments. Exact. Donc, elle n'a pas la tête de l'eau. C'est qu'elle est juste en train de faire. Elle est en train de revoir son cap. Elle change de cap, mais tout en gardant l'objectif, en fait. Donc, elle change de stratégie, elle va changer. Donc, cette France, elle n'a pas vraiment la tête dans l'eau. Elle est juste en train de s'adapter. Et souvent, vous savez, Émeric, j'arrive. En 15 secondes. Émeric, parce qu'on est tenu par le temps. Oui. Elle est juste en train de s'adapter au changement. Émeric, et le changement, ce n'est pas le changement qui est important souvent. C'est comment on applique le changement. C'est ce qui est important. Donc oui, les gens sont mécontents, que ce soit les Africains ou les Européens, notamment les Français, on ne comprend rien, on a toute l'impression qu'on ne se retrouve plus. Mais il faut juste s'adapter, ça va arriver. Même si vous n'avez pas répondu à la question, je pense qu'ici, on va conclure l'émission. Merci Cédric Le Boussi d'être venu sur notre plateau, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du magazine vudailleurs.com. C'est tout pour cet entretien du jour, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.